Oscar Pistorius, des podiums olympiques à la prison pour meurtre, épisode 1. C'était une icône, une star, un modèle de courage et de ténacité. Malgré l'amputation de ses 2 jambes à l'âge de 11 mois, il s'est hissé parmi les étoiles de l'athlétisme mondial. Rien ne laissait présager que ce dieu des stades tomberait de son piédestal. Des Jeux olympiques au tribunal, de la médaille d'or au barreau de la prison. Je vais vous raconter l'histoire tragique d'Oscar Pistorius. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. « 14 février 2013, Silverwood Estate, un lotissement cossu de Pretoria, en Afrique du Sud. Il est un peu plus de 7 heures du matin. Le jour se lève à peine, mais les habitants de cette résidence ultra sécurisée n'ont pas beaucoup dormi. Le balai des véhicules de police et des techniciens de la scientifique est ininterrompu depuis 4 heures. Hilton Botha, chargé de l'enquête, arrive sur les lieux vers 4h15. En pénétrant dans la maison, il découvre en bas de l'escalier le corps d'une femme ensanglantée, dissimulée sous une couverture. Dans le garage, un homme assis sur un banc de musculation pleure le visage entre ses mains. Ses vêtements sont maculés de sang. C'est le propriétaire de cette demeure, Oscar Pistorius, l'athlète doublement amputé qui a participé aux JO de Londres il y a quelques mois dans la catégorie valide. Entre 2 sanglots, il raconte ce qu'il s'est passé à la police. Il est 3 heures du matin. Pistorius a passé la soirée avec sa fiancée, le mannequin Riva Steenkamp. Il fait très chaud. L'athlète installe, comme en temps de grosse chaleur, des ventilateurs et ouvre les fenêtres pour créer des courants d'air. Avant de s'endormir, il demande à Riva de refermer les fenêtres. Vers 3 heures du matin, Pistorius se réveille en sursaut, car il a entendu un bruit. Il constate que la fenêtre de la chambre est ouverte. Du bruit provient de la salle de bain mitoyenne à la chambre à coucher. Ni une ni deux, il extirpe l'arme qu'il cache près de son lit et tire en direction de ce qu'il croit être un cambrioleur. 4 tirs avec son 9 mm. Pistorius se rend compte ensuite que Riva n'est pas dans le lit. Il tente d'ouvrir la porte de la salle de bain. Elle est verrouillée de l'intérieur. À l'aide d'une batte de cricket, il la défonce. C'est là qu'il découvre le corps de sa compagne. Elle saigne abondamment, à la tête et au bras. L'athlète, paniqué, appelle son frère aîné Karl au téléphone. Ce dernier prévient le responsable de la résidence pour qu'il contacte les secours. Puis, Oscar porte Riva jusqu'au bas des marches. Il tente de pratiquer le bouche à bouche. Un médecin qui habite à côté arrive sur les lieux et constate que la jeune femme respire encore faiblement. Il dénoue un garrot inutile autour de son bras. Elle présente une énorme plaie au niveau de la tête. Riva cesse de respirer avant l'arrivée des secours. Mais très vite, la version de Pistorius se heurte aux premières constatations. Dans la salle de bain à l'étage, lieu de la scène de crime, les enquêteurs découvrent la porte défoncée et criblée de balles. La batte ensanglantée gît sur le carrelage à côté d'un pistolet Parabellum 9 mm et de 2 téléphones portables. La veille, le couple s'est disputé. Les éclats de voix entre Oscar et Riva ont alerté les voisins qui ont même prévenu le service de sécurité de la résidence. Des officiers sont venus voir ce qui se passait. On imagine qu'ils ont dû frapper à la porte de l'immense maison. Oscar Pistorius a-t-il été gêné, posté dans l'embrasure de sa porte ? S'est-il excusé ? Peut-être. A-t-il minimisé prétextant une simple querelle d'amoureux ? En tous les cas, les agents de la résidence ont dû rebrousser chemin en se disant que tout était rentré dans l'ordre. Pourtant, moins de 12 heures plus tard, Riva mourait sous les balles de son compagnon. Riva Steenkamp est un visage connu en Afrique du Sud. Née en 1983, au Cap, cette fille d'éleveur de chevaux a grandi à Port Elizabeth dans une famille unie et heureuse. En 2005,
Elle décroche son diplôme de droit à l'université Nelson Mandela. Riva a la tête bien faite. Elle est aussi une très jolie femme. Blonde, élancée, sportive, elle est vite repérée par une agence de mannequins. La jeune femme décide de troquer son rêve de prétoire pour les podiums. En 2011, elle devient l'égérie de la marque de cosmétiques Avon et fait la couverture du magazine FHM. Riva est aussi présentatrice pour la chaîne Fashion TV. En octobre 2012, au cours d'une soirée privée, elle croise le regard d'Oscar Pistorius. Leur première apparition publique fera date. Le 4 novembre 2012, tous deux foulent côte à côte le tapis rouge de la cérémonie de remise des South African Sport Awards. Ce soir-là, Pistorius est sacré sportif de l'année avec handicap. Lui en costume noir impeccable aux allures de 007, elle en robe rose à franges à tout d'une James Bond girl. L'idylle de ce couple de stars, que les médias surnomment les Beckham d'Afrique du Sud, ravit le pays. Le 1er février, Riva poste sur son compte Twitter un portrait en noir et blanc d'Oscar Pistorius, accompagné de cette légende. Il n'a sûrement pas besoin davantage de followers, mais il est beau à voir et dit aussi des trucs intelligents. Le matin du meurtre, Riva tweet « Qu'avez-vous prévu pour votre amour demain ? #joie, Saint-Valentin ». En fin d'après-midi, les images de vidéosurveillance montrent la top modèle qui arrive au volant de sa voiture à l'entrée de la résidence. Elle salue les gardes qui notent les heures d'arrivée et les plaques d'immatriculation des visiteurs. C'est la dernière fois que la jeune femme sera vue en vie. Alors que s'est-il passé dans la nuit du 13 au 14 février 2013 derrière les murs de la maison d'Oscar ? La star des derniers Jeux Olympiques jure toujours que c'est un accident, qu'il a pris sa fiancée pour un cambrioleur. Mais la police réfute la thèse et le parquet devrait requalifier l'affaire en meurtre avec préméditation. À 26 ans, le coureur risque la prison à vie. Pour ce genre de crime, Oscar Pistorius s'était déclaré favorable au rétablissement de la peine de mort. Le clan Pistorius se soude autour de son héros. Son frère, sa sœur et son oncle Karl prennent les choses en main. Ils organisent une conférence de presse. Pour eux, il ne s'agit pas d'un meurtre, mais d'un accident. Un tragique et regrettable accident. Mis en examen pour meurtre, Oscar Pistorius dort en prison, mais ses avocats font immédiatement une demande de libération sous caution. Pour le camp Steenkamp, c'est la sidération et l'heure du deuil. Le 16 février, 2 jours après le meurtre, l'émission Tropica Island of Treasures, à laquelle participe Riva, doit être diffusée sur la première chaîne publique du pays, SABC1. Tropica is back with the best of the best in the All-Star Season 10 of Tropica Island of Treasure. Ce jeu, dont c'est la 5e saison, voit s'affronter 7 célébrités et 7 anonymes. À la clé, 1 million de rand, soit 50 000 €. L'émission est maintenue. Le premier épisode devient un hommage à la victime. Le portrait de la jeune femme, diffusé post-mortem, bouleverse tout le pays, comme le rappelle ce JT de 20h de France 2. Voici les images qui ont bouleversé toute l'Afrique du Sud. Riva Steenkamp, radieuse et insouciante, au milieu des dauphins. 2 jours après sa mort, l'émission de télé-réalité à laquelle la top modèle avait participé va finalement être diffusée. Sa famille a donné son accord et comme un dernier au revoir au public qui l'aimait tant, elle adresse ces quelques mots d'adieu. Vous allez tellement me manquer. Je vous aime tous très fort. Sur leurs écrans, les Sud-Africains découvrent Riva pleine de vie, assise sous un cocotier d'une plage de la Jamaïque. Elle envoie des baisers à la caméra. Au même moment, son corps est à la morgue. Le 19 février se tiennent les obsèques de Riva. Une centaine de très proches entourent les parents de la jeune femme. Les reporters, par centaines, patientent dehors et recueillent les paroles de l'oncle de Riva. Nous sommes une famille unie, mais il manque quelqu'un. C'est Riva, il manque quelqu'un. À quelques kilomètres de là, Oscar Pistorius comparaît devant le tribunal d'instance de Pretoria. Dehors, les manifestants contre la violence faite aux femmes se font entendre.
l'Afrique du Sud est l'un des pays où les violences conjugales sont les plus fortes. Selon l'ONG People Opposing Women Abuse, 1400 femmes sont tuées chaque année par leur partenaire. C'est 3 femmes tuées par jour, une toutes les 8 heures. Barry Roux et Kenny Oldwage, les avocats de Pistorius, qui sanglotent tête baissée dans son box sous les flashs des photographes, jouent gros. Ils demandent la libération sous caution de leur client et plaident l'erreur de jugement. Oscar Pistorius a pris sa petite amie pour un cambrioleur. Les cambriolages, c'est un fléau en Afrique du Sud. Il y en a eu 300 000 en 2012. Interrogé par France 2, le journaliste de l'équipe Nicolas Herbelot explique le contexte. L'affaire s'inscrit en partie dans ce contexte de violence d'une société très criminalisée. Maintenant, la violence entre blancs à l'intérieur d'un couple blanc, c'est rarissime. Pour convaincre les juges de libérer sous caution leurs clients, les avocats ont un argument de poids. La célébrité de Pistorius écarte tout risque de fuite à l'étranger. Leur client n'est pas seulement une personnalité, il est un héros national. En Afrique du Sud, il y a les intouchables et ils font l'unanimité. En tête, Nelson Mandela bien sûr. Ensuite, on a les Springboks, l'équipe de rugby sud-africaine qui a inspiré le film Invictus. Et pour finir, il y a Oscar Pistorius, un héros national. Oscar Leonard Carl Pistorius voit le jour le 22 novembre 1986 à Johannesburg. À l'époque, l'Afrique du Sud vit les derniers soubresauts du régime d'apartheid. Isolé sur la scène internationale par des sanctions économiques, le gouvernement abroge les lois de la ségrégation. Mais Nelson Mandela reste emprisonné. Son parti, l'ANC, est toujours interdit. Le jeune Pistorius naît dans un milieu aisé de Pretoria. Ses parents sont afrikaners, des Sud-Africains blancs issus de l'immigration néerlandaise et française du XVIIe siècle. Les Pistorius ont fait fortune dans les mines. Sheila et Henke, déjà parents d'un petit garçon de 2 ans, sont fous de joie à l'arrivée d'Oscar. Mais le bonheur ne va pas durer. Le bébé souffre d'une hémimélie fibulaire. Il est né sans péroné. Cet os long, situé sur la face externe de la jambe, relie le genou au pied via le tibia. Sans péroné, pas de fibula. Sans fibula, pas de flexion donc, pas de marche. À l'âge de 11 mois, les médecins préconisent l'amputation des 2 jambes sous le genou. Chez les Pistorius, on n'est pas du genre à se lamenter. Alors, on ampute et on avance. 6 mois plus tard, Oscar fait ses premiers pas sur des prothèses spécialement conçues pour lui. Malgré ce sérieux handicap, le jeune Oscar est élevé comme son grand frère et sa petite sœur. Personne dans la famille ne le considère comme un infirme. Sa mère le pousse à se dépasser. Avant de sortir de la maison, par exemple, elle demande à ses fils de se préparer. « Carl, tes chaussures. Oscar, tes prothèses. » Dans les goûters de ses fils, elle glisse des petits bouts de papier où elle écrit des mantras. « N'abandonne jamais. » Et ça fonctionne. Oscar est un garçon téméraire, voire casse-cou. Le sport fait partie intégrante de sa vie. Water-polo, lutte gréco-romaine, tennis, karting, rugby, Oscar est à l'aise sur tous les terrains. Ses parents divorcent quand il a 6 ans. Sa mère, avec qui il vit, continue de l'encourager. Il veut devenir un sportif de haut niveau. Sheila Pistorius l'accompagne comme s'il était valide. Elle n'a pas besoin de trop le pousser. Oscar aime la gagne, la compétition. En 2002, un drame va faire vaciller la vie d'Oscar. À l'âge de 43 ans, Sheila, sa mère, décède à la suite d'une erreur médicale lors d'une opération. Oscar a 15 ans, son frère aîné 17, sa sœur Aimée 12 ans. Les 2 grands s'installent chez leur oncle, Arnold. Aimée part vivre chez Diana, sa tante maternelle. Les garçons continuent leur scolarité au sein du très sélect Pretoria Boys High School. Arnold pourvoit à tous les frais comme il l'avait promis à Sheila, qui un jour avait évoqué le sort de ses enfants s'il lui arrivait malheur. Oscar, Ozzy pour ses proches, est dévasté par la perte de sa mère. Il se fait tatouer sur l'intérieur de l'avant-bras ses dates de naissance et de décès. Le sport est sa bouée de sauvetage. Mais quelques mois plus tard, il se brise le genou lors d'une partie de rugby.
Son médecin lui conseille alors de se mettre à la course à pied pour accélérer la rééducation. 1 an plus tard, il se lance dans l'athlétisme. C'est à cette époque qu'il croise la route de l'entraîneur Ampy Lao. Retenez bien ce nom, Ampy Lao ne lâchera jamais son petit prodige. Dans les vestiaires, comme dans la salle d'audience, il sera là, jusqu'au bout. À la même époque, le coach présente à son athlète un prothésiste nommé François van der Vaart. En 2004, ce François van der Vaart décide de mettre toutes ses connaissances au service de Pistorius pour lui concevoir des prothèses capables de lui permettre d'atteindre une vitesse maximale. Van der Vaart va faire ses classes avec le Sud-Africain avant de devenir le prothésiste officiel de l'équipe paralympique américaine d'athlétisme en 2008. C'est lui aussi qui permet à Pistorius de commencer l'athlétisme. Ces 2 prothèses en carbone, conçues sur mesure, ont coûté près de 20 000 €. Ne vous méprenez pas, les débuts sont laborieux. Départ lent, difficultés dans les virages, risque de chute. Pistorius s'entraîne sans relâche pour faire corps avec ses jambes artificielles. Athènes, Jeux paralympiques d'été. Nous sommes le 17 septembre 2004. Près de 4000 athlètes en handisport venus de 143 pays se sont donné rendez-vous dans le berceau de l'olympisme. Pistorius est sur la ligne de départ de la finale du 100 mètres, catégorie T44, amputé des membres inférieurs. Comme il sait le faire, il se donne à fond et décroche une très belle 3e place. Lors de la finale du 200 mètres, Oscar Pistorius est cette fois-ci sur la ligne de départ, couloir 5. Mais dans cette course, l'incroyable se produit. Après avoir remonté 1 à 1 tous ses adversaires, Oscar Pistorius remporte ce 200 mètres. Il pulvérise le record du monde en 23 secondes 43. Ça y est, Pistorius est sur la première marche du podium. Là, vous vous dites que le jeune homme de 18 ans a atteint le Graal. Eh bien, pas du tout. Pistorius en veut plus, toujours. De retour dans son pays natal, l'étudiant en gestion des affaires de l'université de Pretoria ne se tient jamais loin des stades. Il court, encore et encore, pour grappiller quelques centièmes et décrocher des records. 10 secondes 91 sur 100 mètres, 21 secondes 58 sur 200 mètres et 46 secondes 56 sur 400 mètres. Pistorius sprinte contre ses adversaires, contre le chrono, mais aussi contre son handicap. En 2005, il casse les codes et participe à la fois à la Coupe du monde paralympique et au championnat sud-africain des athlètes valides. Il est sur la ligne de départ du 400 mètres et finit 6e en 47,34 secondes. Une performance saluée par le public et la presse qui le surnomme Blade Runner, le coureur aux lames. Pistorius écrit sa légende avec des lames développées par la compagnie islandaise Össur. Voici ce qu'on peut lire sur le site de ce petit bijou technologique. Cheetah XL est le pied de sprint nouvelle génération d'Össur, spécialement conçu pour les sprints explosifs sur courte distance. La lame a une puissance estimée équivalente à un tiers de celle d'une vraie cheville, restituant environ 90 à 95% de son énergie lorsque l'athlète court. Ces prothèses fascinent, intriguent autant qu'elles agacent. En 2007, Oscar Pistorius, au championnat sud-africain d'athlétisme senior, entre dans l'histoire en décrochant l'or sur 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Pistorius a tout raflé. Eh bien, il en veut encore, car Blade Runner a un nouvel objectif, les Jeux olympiques valides. La route pour y arriver ne va pas ressembler à un sprint, mais plutôt à une course de fond. Héros populaire, chouchou des médias, Pistorius se taille une stature de légende. Il fait des couvertures de magazines, on le photographie avec un guépard, il court contre un cheval de course, il décroche des contrats avec les plus grosses marques de sport
et fait même une apparition dans la version italienne de Danse avec les stars. Pistorius est beau et tellement sympathique. En ses débuts du XXIe siècle, l'athlète aux jambes de carbone offre à la fois un avant-goût de l'homme du futur et un exemple parfait de l'inclusion du handicap dans le monde des valides. Les sponsors se l'arrachent. Comble de la réussite, il incarne le parfum A Man de Thierry Mugler. Dans la publicité, on voit le sprinter fendre l'air. Mais du côté des stades, les choses ne se passent plus vraiment comme Oscar le souhaite. L'Association internationale des fédérations d'athlétisme conclut en 2007 que le coureur sud-africain ne peut prendre le départ du 100 mètres des prochains JO qui se tiendront à Pékin, en Chine. Selon l'IAAF, ses jambes prothétiques personnalisées lui donnent un avantage sur les autres coureurs. La Fédération internationale d'athlétisme se base sur les conclusions d'un rapport du professeur allemand Peter Bruggemann de l'Université du sport de Cologne. La participation de Pistorius aux prochaines courses valides constituerait une injustice pour les autres athlètes. Ozzy, qui ne s'avoue jamais vaincu, décide de contre-attaquer. Il commande une étude à des chercheurs américains et saisit le tribunal arbitral du sport début 2008. Et ça marche. Le 16 mai de la même année, le tribunal arbitral du sport lui donne raison. Reste à passer les qualifications pour les courses individuelles. Il échoue à 70 centièmes de seconde. Pour Pékin, plus d'espoir. Mais Pistorius ne voit pas seulement loin, il voit grand. Objectif, Londres en 2012. Le 18 mars 2012, il passe sous la barre des 45 secondes et 30 centièmes, chrono minimum exigé par son pays pour partir à Londres. Le comité olympique sud-africain lui demande de réitérer sa performance avant le 30 juin 2012. Le 29 juin, il échoue 45 secondes et 52 centièmes lors des championnats d'Afrique à Porto Novo au Bénin, avant d'être finalement repêché. Samedi 4 août 2012, le monde a les yeux rivés sur Londres. Pistorius est sur la ligne de départ de la discipline phare de l'athlétisme, le 100 mètres. C'est la première fois qu'un double amputé court avec des valides. Il termine deuxième et se qualifie pour les demi-finales. Il s'incline sur une standing ovation. Petite déception en revanche pour Oscar Pistorius. Oui. Lui aussi, vous allez le voir, a échangé son dossard. Oscar Pistorius, vous le savez, c'est ce sportif amputé qui a réalisé le rêve de sa vie en courant avec les valides. Eh bien, il termine dernier de cette demi-finale. On va pouvoir le revoir dans le relais 4x400 et aussi aux Jeux paralympiques où là, il devrait remporter pas mal de médailles d'or. C'était d'ailleurs pas vraiment une déception pour lui. Il était vraiment content d'avoir participé. Blade Runner n'est pas sur le podium, mais il a remporté bien plus qu'une médaille. Il est entré dans l'histoire. Aux yeux du monde, il incarne le courage et la détermination. Un demi-dieu des temps modernes. Et si tout ça lui était un peu trop monté à la tête ? En conclusion, l'accusé a présenté un dossier qui permet sa libération sous caution. Un oui de soulagement retentit dans la salle. La famille du champion handisport est visiblement très émue, mais aussi très soudée. Ses proches se recueillent même pour prier. Oui, nous sommes soulagés par le fait qu'Oscar a été libéré sous caution aujourd'hui. Mais en même temps, nous portons le deuil pour Reva Steenkamp et sa famille. Oscar Pistorius est libre dans l'attente de son procès. Il s'acquitte d'une caution fixée à 1 million de rand, soit 50 000 €, et quitte le tribunal à bord d'un véhicule aux vitres teintées. Première victoire pour Pistorius. La veille, l'enquêteur principal, chargé de l'affaire sur la mort de Riva, Hilton Botha, a été dessaisi. Chose incroyable, il est lui-même sous le coup d'une inculpation pour 7 tentatives de meurtre.
Dans l'une des affaires, il aurait ouvert le feu sur un taxi dans le cadre d'une course-poursuite. Il nie et accuse le clan Pistorius d'être à la manœuvre et de vouloir le discréditer. Quoi qu'il en soit, l'athlète de haut niveau est désormais sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de se rendre à son domicile, le lieu du drame, de rencontrer des témoins, mais également de consommer de l'alcool. Il a également dû restituer son passeport et toutes les armes qu'il avait en sa possession. 2 fois par semaine, Oscar doit se rendre au commissariat pour pointer. La première audience est fixée au 4 juin. En attendant, il trouve refuge chez Arnold Pistorius, son oncle. Arnold possède des centres commerciaux, des mines, mais aussi un hôtel de luxe dans la province du KwaZulu-Natal, des appartements au pied des pistes en Autriche, sans oublier une réserve privée située à l'ouest du parc Kruger, où des lions, des rhinocéros blancs et des éléphants s'ébattent en liberté, loin du tumulte médiatique de l'affaire. Arnold Pistorius, ce chef de clan, est un homme avisé et prévoyant. Il a décidé de s'adjoindre les services de Vuma Corporate Reputation Management, une agence de relations publiques engagée quelques heures après le crime pour gérer le tsunami médiatique qui s'abat sur toute la famille Pistorius. L'agence fait barrage et gère les demandes. 500 appels et 2000 mails par jour. 3 jours seulement après le drame, Oumi, la grand-mère d'Oscar, 80 ans, s'affiche tout sourire sur Facebook, vêtue d'un t-shirt à l'effigie de son petit-fils. En légende, elle a écrit « À 100% derrière toi ». Les équipes de Vuma éteignent l'incendie et prennent des mesures radicales. Les comptes Twitter d'Aimé et de Karl sont désactivés. Les interviews se font au compte-gouttes. Début mars, le père d'Oscar Pistorius, Henke, qui a très peu de relations avec son fils depuis son divorce, donne l'interview au quotidien Télégraphe. Voilà ce qu'on peut y lire. Il y a des armes pour la chasse et d'autres pour se protéger, les armes de poing. Vous ne pouvez pas compter sur la police. Non pas parce qu'ils sont toujours inefficaces, mais parce que la criminalité est très importante. Regardez les taux de criminalité frappant les Blancs. C'est un aspect de notre société. C'est la faute du gouvernement ANC qui n'est pas disposé à protéger les Sud-Africains blancs. Le gouvernement monte au créneau. L'affaire devient politique. Non seulement cette déclaration est dénuée de vérité, mais elle est également raciste, selon l'ANC, le parti au pouvoir. Son porte-parole dénonce des propos infondés et malhonnêtes. Le clan Pistorius tente d'étouffer la polémique provoquée par le père, le vilain petit canard de la famille, avec ce communiqué. L'interview d'Henke n'avait pas été approuvée par notre équipe de relations avec les médias. Ces commentaires ne sont pas représentatifs des opinions d'Oscar ou du reste de la famille Pistorius. Mais le mal est fait. Le public comprend que dans cette famille, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les médias se délectent de ce clan qui, avant chaque audience, se réunit pour partager une prière et une boisson de quelques milligrammes d'acide ascorbique et de vitamine C, car, comme un des membres de la famille confiera à la presse, on peut attraper un tas de maladies dans une salle de tribunal. Drôle de famille, c'est Pistorius qui possède près de 55 armes à feu. Oscar est-il un homme violent ? Le succès lui serait-il monté à la tête ? Les langues se délient. Après les JO de Londres, auréolé d'une notoriété mondiale, le champion change. Il troque ses amis d'enfance contre des bandes de skinheads du sud de Johannesburg. Un proche confiera. Il s'entourait de gens pour qui la violence et la colère donnaient lieu d'exutoire. Dieu me pardonne, je n'ai pas vu venir la suite, mais je savais que quelque chose allait exploser. Les journalistes, premiers témoins de son ascension, le voient aussi se transformer. Il était d'une humeur massacrante, témoigne Jonathan McEvoy, le chroniqueur sportif du Daily Mail. Lors de ses entraînements, les mères de famille et les enfants qui fréquentaient aussi la salle de sport étaient un peu interloqués de l'entendre proférer des insultes. Tout à coup, il sortait de la salle au milieu d'une séance. Il était renfrogné et grossier. Apparemment, il survivait à coups de boissons énergétiques et de comprimés de caféine. Voilà ce que peut raconter le chroniqueur sportif à ce moment-là.
Gianno Merlo, le journaliste italien qui avait aidé Pistorius à rédiger ses mémoires 2 ans plus tôt, se demande « Aurions-nous engendré un monstre à notre insu ?» Voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut lire à ce moment-là. Ces mélanges de boissons énergétiques et de comprimés de caféine rendent le sprinter complètement insomniaque et paranoïaque. Quand le journaliste Jonathan McEvoy lui demande pourquoi il entrepose dans sa chambre à coucher un pistolet en acier noir et un pistolet mitrailleur Taurus, le sportif répond « C'est pour me protéger, mon frère ». Pistorius fait une demande de permis pour 3 fusils de chasse, une carabine et 2 revolvers. Il possède un pitbull et un bull terrier. Par le passé, il a même acquis 2 tigres blancs qu'il a cédés à un zoo canadien quand les félins ont atteint 200 kilos. Le champion dépense sans compter. Fin 2012, il commande une McLaren Spider de plus de 200 000 €. Ces débordements nombreux n'auraient pour certains aucun lien avec la pression des Jeux Olympiques. Le 12 septembre 2009, 4 ans avant le drame, Pistorius est accusé d'avoir blessé une jeune femme. Cassidy Taylor Memory est étudiante à l'époque. Sa copine Melissa sort avec Pistorius. Ce soir-là, Oscar organise une fête dans son jardin. Mais très vite, l'ambiance dérape. Oscar et Melissa se disputent devant les convives. Oscar demande à tous les amis de Melissa de quitter les lieux. Cassidy se lève pour retourner chercher son sac à main dans le jardin. Elle raconte. Alors que je m'approchais des grandes portes extérieures, Oscar essayait furieusement de les fermer. Il a commencé à donner des coups de poing sur la porte et c'est alors qu'un des panneaux supérieurs est tombé sur ma jambe gauche. Après cela, je suis allée dire à Oscar qu'il m'avait blessé, ce à quoi il a répondu « Eh bien, appelle ton putain d'avocat ». Le sportif conteste, les poursuites sont abandonnées. Mais Pistorius ne compte pas en rester là. Il porte plainte contre la jeune femme. Il lui réclame plus de 186 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Puis, en 2012, il menace de casser les 2 jambes du fiancé d'une de ses ex-petites amies. En 2013, quelques semaines seulement avant la mort de Riva, Oscar avait involontairement mis le feu dans un restaurant branché de Johannesburg en manipulant l'arme d'un ami. Les enquêteurs épluchent les échanges de SMS entre Oscar et Riva et découvrent que le champion pouvait se montrer jaloux, possessif et colérique. Le 27 janvier, moins de 3 semaines avant le drame, Riva écrivait « Je fais tout pour te rendre heureux, et tu fais tout pour qu'on se dispute en public. Je suis la fille qui est tombée amoureuse de toi, mais je suis aussi cette fille que tu repousses quand tu es de mauvaise humeur. J'ai peur de toi parfois, de la manière dont tu vas me parler et réagir, même si je suis heureuse avec toi 90% du temps. » Ce jour-là, le couple a assisté au mariage d'une amie proche de Riva. Oscar a fait une scène. Il a accusé sa petite amie de flirter avec un invité avant d'exiger de quitter les lieux de la cérémonie. Le 8 février, quelques jours avant le drame, les amoureux se disputent une fois de plus lors d'un événement public. Riva écrit le soir même à son fiancé. « Je ne pensais pas que tu me crierais dessus de la sorte, si fort, alors que des gens pouvaient nous entendre. J'aimerais me sentir comme une dame, mais ce n'est pas la manière dont tu me traites. » Oscar Pistorius a rendez-vous avec les juges en mars 2014. Alors que ses avocats tentent d'éviter un procès au civil, en négociant un accord financier avec le clan Steenkamp, l'ancien athlète va prendre une décision qui va choquer tout le pays. En attendant le procès, on aurait pu imaginer que Pistorius se fasse discret. Eh bien non, c'est tout le contraire. Quelques semaines après le meurtre, fort de sa libération sous caution, il demande, par le biais de ses avocats, un assouplissement notoire des conditions de son contrôle judiciaire. Après avoir obtenu l'autorisation de voyager, Pistorius envisage de reprendre l'entraînement et les compétitions internationales. Oui, Pistorius veut retrouver le chemin des vestiaires. Face au tollé dans la presse sud-africaine, il finit par renoncer. En août 2013, au cœur de l'été, le quotidien Times révèle que la défense tente d'éviter un procès au civil
en négociant un arrangement financier à l'amiable avec les parents de la victime. En Afrique du Sud, comme aux États-Unis, c'est permis. Mais là encore, c'est un tollé. Le 3 mars 2014, plus d'1 an après la mort de Riva, le procès débute. Pistorius est accusé de meurtre avec préméditation et port illégal d'armes. C'est un événement judiciaire. 8 mois de débat, plus de 100 témoins doivent défiler à la barre. Les médias du monde entier sont présents devant le tribunal de Pretoria. Et le premier jour, le ton est donné. Vous comprenez les charges? Oui, madame. Que plaidez-vous? Non coupable, madame. Merci. Not guilty, non coupable. Le clan Pistorius reste sur la ligne de défense. L'athlète n'a jamais eu l'intention de tuer Riva. Les journées s'égrènent et l'ancien héros perd de sa superbe. Le 10 mars 2014, la retransmission en direct du compte-rendu d'audience est exceptionnellement interrompue. C'est le jour de la déposition de Gert Seemann, le médecin légiste qui a autopsié Riva Steenkamp. La mort de la jeune femme a été provoquée par ses multiples blessures par balle. Le médecin énumère les plaies et liste les effets retrouvés dans le sac mortuaire. Un short Nike et une veste noire sans manches, gorgée de sang. Au fur et à mesure de la déposition, l'accusé, dans son box, s'affaisse. Il sanglote, il geint. Ses conseils écartent même le micro devant leurs clients pour faire taire les bruits intempestifs. Pistorius ne tient plus sur son banc. Les mains derrière la nuque, les coudes en serrant sa tête, il halète, il est pris de spasmes. En pleine audience, Pistorius finit par vomir. Le 14 avril, voilà plus d'1 mois que le procès Pistorius alimente toutes les discussions. Le procureur Jerry Hennell demande la projection d'une vidéo qui montre l'accusé s'exercer au fusil sur un champ de tir en visant des pastèques. Il enchaîne. Vous voyez l'impact que cette munition a eu sur la pastèque? Elle a explosé, n'est-ce pas? Vous savez que c'est la même chose qui est arrivée à la tête de Riva. Elle a explosé, regardez! Je vais vous montrer, monsieur Pistorius. Cela a eu exactement le même effet. La balle qui lui est rentrée dans la tête. C'est ça, regardez. Je sais que vous ne voulez pas regarder, car vous n'avez pas envie d'assumer vos responsabilités. Mais il est temps de regarder ça, d'assumer ce que vous avez fait. Quand l'athlète évoque l'erreur de jugement, la juge le reprend. Vous avez fait une erreur, vous avez tué quelqu'un, c'est ce que vous avez fait. Et vous ne voudriez pas prendre la responsabilité de cet acte? Si, madame la juge. Dites oui, j'ai tiré sur Riva Steenkamp et je l'ai tué. Oui, je l'ai fait, madame la juge. En juin 2014, le procès est suspendu pendant 1 mois, le temps pour 3 psychiatres et une psychologue de mener une évaluation de l'accusé. L'expertise conclut que le sprinter était conscient le jour du drame. Les interrogatoires se succèdent. Pistorius encaisse plus ou moins bien. Il tente de raconter sa manie de la sécurité, sa peur des intrusions. Le procureur lui demande narquois. « Vous étiez assez en sécurité pour garer vos voitures dehors ?» Pistorius répète qu'il a cru à un cambriolage. Pourtant, l'alarme ne s'est pas déclenchée. Pistorius raconte qu'il y avait des travaux et que quelqu'un aurait pu enlever une balise d'alarme sur le mur. Le procureur insiste. L'alarme était enclenchée, aucun intrus n'aurait pu pénétrer dans la maison. Alors le champion rétorque. Sur le moment, je n'y ai pas réfléchi. En septembre, le verdict tombe. Pistorius est reconnu coupable d'homicide involontaire. La juge, dans son délibéré, a estimé n'avoir pas suffisamment de preuves pour déterminer l'intention de tuer. 1 mois plus tard, il est condamné à 5 ans de prison. Incarcéré dans une aile médicalisée de la prison centrale de Pretoria, Pistorius s'accroche à l'espoir d'une libération conditionnelle.
Mais la condamnation ne satisfait ni le parquet, ni la famille de la victime. Quelques semaines après le verdict, June Steenkamp publie un livre hommage à sa fille disparue. Elle livre sa version de l'histoire d'amour qui a fini tragiquement. Il n'y a pas de doute possible dans nos esprits. Elle avait décidé de quitter Oscar cette nuit-là. Dans les médias, June Steenkamp raconte. Elle est catégorique. Sa fille a certes partagé le lit de Pistorius, mais rien de plus. Ils ne sont pas allés plus loin. Pour June, l'histoire d'amour touchait même à sa fin. Les affaires rangées de sa fille dans son sac l'attestent. Contrairement à ce qu'affirme Pistorius, Riva n'était pas en train de s'installer chez lui. Au contraire, elle voulait le quitter. En Afrique du Sud, pour faire appel, il faut que le tribunal de Pretoria donne son accord. L'audience, qui se tient le 9 décembre 2014, est tendue. L'appel est toutefois autorisé. En août 2015, le parquet fait donc appel. Décembre 2015, la Cour suprême requalifie les faits en meurtre. Juin 2016, c'est donc un nouveau procès qui s'ouvre devant la Cour d'appel. L'audience du 15 juin 2016 marquera les esprits. Les avocats de la défense tentent le tout pour le tout. Ils veulent casser l'image du mâle alpha sûr de lui et violent. Ils décrivent un homme, la nuit du meurtre, sans ses prothèses, à l'équilibre précaire, incapable de se défendre. Pistorius est pour l'occasion habillé comme la nuit du drame, avec un débardeur et un simple short. Il ôte ses prothèses et marche sur ses moignons. L'image est saisissante. Elle fait le tour du monde. Seul hic, l'homme est stable et aussi à l'aise qu'avec ses jambes artificielles. Mais si la démonstration n'est pas probante, l'argument de la défense fait mouche. Les proches de Riva ont beau venir à la barre raconter la violence, les colères et les disputes de l'ex-champion, le verdict est sensiblement le même qu'en première instance. La juge considère que les circonstances atténuantes l'emportent sur les facteurs aggravants. L'ex-star des Jeux paralympiques de 29 ans écope de 6 ans de prison ferme. En détention, la pression ne faiblit pas sur Pistorius. 6 août 2016, le détenu le plus célèbre d'Afrique du Sud est hospitalisé. L'administration pénitentiaire et les médias évoquent une tentative de suicide. La famille dément. Ozzy a juste fait une mauvaise chute. Des surveillants du centre de Pretoria évoquent de vilaines coupures au poignet que les docteurs ont dû bander. Selon les mêmes sources, des lames de rasoir ont été découvertes dans la cellule de l'ex-champion. Il faut dire qu'un mois avant, le parquet a fait de nouveau appel de la décision. Le verdict de la Cour suprême tombe le 24 novembre 2017. L'accusé est condamné à une peine de prison de 13 ans et 5 mois. 6 mois plus tard, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, rejette une ultime demande d'appel d'Oscar Pistorius. C'est la fin des recours possibles et le point final d'un marathon judiciaire comme le pays en a rarement connu. Mais vous connaissez Oscar maintenant. Il n'est pas du genre à se laisser abattre. Sur les pistes ou dans les prétoires, Pistorius cherche toujours le nouveau challenge. Il veut sortir de prison. Selon la loi sud-africaine, un condamné peut bénéficier d'un aménagement de sa peine lorsqu'il en a effectué la moitié. Alors, Pistorius fait une nouvelle demande en juillet 2021. Comme la loi l'exige dans le cadre d'une demande de libération, il rencontre les parents de Riva Steenkamp. Pour l'occasion, le condamné a été transféré dans une maison d'arrêt du sud du pays, là où vivent les époux Steenkamp. Mais ils ne sont pas d'accord et s'opposent à cet aménagement de peine. L'absence de remords de Pistorius ne plaide pas en sa faveur, mais il y a surtout une bataille de date. La demande de Pistorius est rejetée. Il pourra en faire une nouvelle à compter du mois d'août 2024. Alors quel avenir pour l'ex-athlète aujourd'hui âgé de 33 ans ? Depuis le 14 février 2013, Oscar Pistorius ne fait plus rien. Tous les sponsors qui se l'arrachaient du temps de sa gloire lui ont tourné le dos. Le Financial Times a estimé sa perte sèche annuelle à 3,5 millions d'euros.
Au cours de cette décennie, l'ex-héros d'Afrique du Sud a dû se séparer de sa maison, celle du drame, pour régler les frais d'avocat. Les 315 000 € de la vente ont permis de régler une facture quotidienne de 7 500 €. Oui, vous avez bien entendu, 7 500 € par jour de procédure. La maison de Pistorius a été vendue à un certain Lujwe Lawrence qui se réjouit de cette bonne affaire. Ce consultant qui a fait fortune dans les mines a eu le coup de cœur en découvrant la bâtisse blanche à la télévision. Même s'il concède que sa femme a fait la tête après l'achat, lui ne tarit pas d'éloges sur son acquisition. Cet homme de 57 ans en est certain. Il y coulera des jours heureux au moment de sa retraite. L'endroit est ultra sécurisé et certains voisins lui ont même dit que la nuit, ils n'avaient pas besoin de fermer leurs portes. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Romain Redon. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés. C'est toujours un plaisir de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.